Yorana Kotaunui, bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Ils font partie de l'histoire avec un grand H. Ce sont des centaines d'hommes du Fénois qui sont partis de nos îles pour rejoindre les champs de bataille il y a 110 ans. On parle des poilus tahitiens avec nos invités Philippe Leydé, directeur de l'Office des anciens combattants, Yorana. Yorana. Corinne Rebaud, historienne, Yorana. Yorana. Et enfin Antonina Bombridge, petite fille de Tony Bombridge. Yorana. Alors, pour commencer notre émission et avoir une piqûre de rappel de qui sont les poilus tahitiens, laissons la parole à un spécialiste de leur histoire, Jean-Christophe Shigetomi. Pour répondre à la question qui sont-ils, d'où viennent-ils, pourquoi, comment et tout, en fait, ce sont toutes les strates de la société tahitienne qui sont, dès lors qu'ils ont une aptitude, je dirais, médicale à partir donc au front, qui sont appelés sous les drapeaux. Et il y a une chronologie dans la Première Guerre mondiale. Effectivement, quand on apprend que la France est entrée en guerre contre l'Allemagne, obligatoirement le gouverneur de Paris mobilise donc sur Tahiti et appelle donc à la caserne qui s'appelait à l'époque la caserne Brua, ce que l'on appelle les réservistes et territoriaux, c'est-à-dire qu'ils organisent la défense de Papeete. Ils sont à peu près 200 à être appelés sous les drapeaux. Mais d'un point de vue purement juridique, ces gens-là, ils sont appelés, comment dire, sous les drapeaux pour servir à Tahiti. Car il y avait une règle qu'il fallait qu'ils soient volontaires pour partir, comment dire, à l'extérieur. Et donc, effectivement, on appelle immédiatement les réservistes et les territoriaux pour organiser la défense de Tahiti. Et effectivement, le 22 septembre 1914, vous avez des bâtiments, des cuirassiers allemands qui vont toucher Tahiti et bombarder l'île. Il est vrai qu'à partir du moment où la guerre est venue à Tahiti, les Tahitiens finalement disent si la guerre est venue à nous, on ira à eux. Et qu'il pouvait y avoir, je dirais, un esprit de revanche. Cependant, pour partir sur les fronts extérieurs, sauf à être volontaire, il faudra attendre la conscription de 1915, fin 1915, début 1916. En fait, les poilus, là, c'est pas parce qu'ils avaient des barbes, hein, c'est pas parce qu'ils se rasaient pas. Les poilus, dans le langage populaire, c'est pour dire ceux qui en avaient. Corinne, on vient de l'entendre avec Jean-Christophe Shigetomi, finalement les poilus tahitiens qui voulaient avoir cet esprit de revanche. Est-ce que c'est Monsieur Tout-le-Monde ? Alors, non, on ne pourrait pas dire ça parce qu'en fait, ça va être très, très particulier. Dans un premier temps, comme il le dit, il est vrai que il y a un certain nombre de volontaires qui vont partir dès 1914. Mais souvent, ce sont des Européens qui vivent à Tahiti et qui, eux, se sentent concernés et vont regagner la France en général par les États-Unis. Ensuite, à partir de 1915, il y a d'autres volontaires qui vont demander à partir aussi. Mais ensuite, il faut attendre 1916 qu'on ait une réelle loi, une obligation de conscription. Mais là, on ne pourra pas recruter tout le monde parce qu'il faut savoir qu'en 1914, ce qu'on appelle donc maintenant les Polynésiens, qui étaient les Océaniens de ce temps, eh bien, tous ne sont pas citoyens français. Donc, les citoyens français, ce sont les ressortissants de Tahiti, Moorea, les Tuamotu, Tubuai, Reivave. Et ceux-là sont devenus des citoyens français en 1880. Donc, ils ont les droits et les devoirs des citoyens, c'est-à-dire qu'ils doivent aller défendre la patrie. Et c'est eux qui vont être en priorité sur les listes de recrutement pour aller à la guerre. Philippe, pourquoi est-ce que ces poilus tahitiens, ces combattants, étaient importants à leur manière ? Important, alors pour rebondir sur ce que vient de dire notre ami, important, certains étaient déjà en métropole. Et eux ont été appelés sous les drapeaux.
d'autres, notamment les citoyens français qui étaient en métropole et originaires de Polynésie, enfin de Tahiti, et également les Demi. Et parmi les Demi, l'esprit polynésien du Haïto, on a un jeune, Pierre Bernière. Papa est fonctionnaire retraité Popa. D'accord. Maman est originaire de Moréa. Mhm. Il fait ses études au lycée Lacanal à Paris en 1914. En 1914, il a 16 ans. Il demande à papa une dérogation pour s'engager. Pour participer. Pour Mhm. participer et s'engager. Il va s'engager, il va intégrer l'armée en 1915. Et en 1915, il va faire le peloton de l'élève gradé. Il va participer au combat de Champagne. Il va être blessé le 25 septembre 1915. Il a 17 ans. 18 ans, exactement. Et il va être blessé le matin à l'attaque en amenant ses troupes à l'assaut. Il va rester juste à 10 heures du soir dans le No Man's Land. Les obus, l'artillerie allemande le souffle des obus va le retourner, va le soulever et le retourner dos à l'ennemi. Et c'est un de ses camarades blessés à côté de lui qui va lui dire tu es dos à l'ennemi. À 22 heures, ça fait toute la journée qu'il a passé. Il ne peut pas bouger, les jambes sont brisées, il a la vessie perforée. Il va demander à son camarade de le retourner face à l'ennemi, parce que s'il vient à mourir, il ne veut pas mourir dos à l'ennemi. Il a 18 ans, on est en 1915, en septembre 1915. Il va être rapatrié ici au Fénois compte tenu de sa blessure. Et il va véritablement participer ici, puisque Jean-Christophe le disait, la mobilisation, c'est à partir de fin 1915, début 1916. Il va être un des éléments moteurs pour entraîner les Polynésiens, pour être l'exemple des jeunes Polynésiens. Alors, on va un petit peu vite parce que, bon, il a vécu le terrain, mais on va un petit peu vite, on va revenir un petit peu en arrière. Par exemple, Antonina, on vient de voir un des profils de ces combattants, mais il y a aussi Tony Bombridge, dont tu es la petite fille. Comment est-ce que tu as découvert l'histoire de ton grand-père? Eh bien, cette histoire, c'est vrai qu'il ne parlait jamais de la guerre. Mhm. J'ai découvert qu'il avait été à la guerre et blessé. Un jour qu'il portait un short, que j'ai vu qu'il avait une crevasse au mollet droit. Je lui ai dit, mais grand-père, qu'est-ce que c'est? Il me dit, j'ai été blessé à la guerre. Point final. Oui, c'est assez violent de savoir, d'entendre l'histoire de la guerre de cette manière. Donc c'était un événement dont il ne voulait pas parler. Mhm. Et ce n'est qu'après son décès que nous avons retrouvé, entre autres, tout un album de cartes postales qui avaient été échangées entre lui, sa famille, ses amis, et de cartes qu'il avait reçues. Tout ça avait été conservé dans un vieil album photo qui tombait en morceaux. Mhm. Et donc j'ai récupéré tout ça. Bon, maintenant, effectivement, ces cartes postales ont plus de 100 ans. Souvent, elles étaient écrites au crayon de papier. Donc l'écriture commence un petit peu à s'effacer. Mais en fait, c'était très intéressant parce que ce qui était important à l'époque, c'était de rassurer, de donner des nouvelles et de rassurer. Donc on n'avait pas le temps d'écrire des lettres, Bien sûr. d'autant plus que nos jeunes Polynésiens, ils avaient fait très peu d'études. Et donc mon grand-père est parti à la guerre, il avait 20 ans. Mais il était vraiment mu et vraiment poussé par ce besoin de défendre son pays et de défendre la France. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, quand tu as découvert l'histoire de ton grand-père? Et c'était un grand étonnement parce que moi je le connaissais en tant qu'homme politique, que bienfaiteur d'Orofara, un grand-père extraordinaire qui nous choyait et nous gâtait. Donc je me suis dit, voilà, il y a tout un pan de sa vie qui est resté une souffrance parce que, eh bien, un jeune de 20 ans qui se retrouve sur les champs de bataille, qui voit les atrocités de la guerre, elle ne peut pas en parler. Et justement, revenons dans le passé, rappelons-nous de cette histoire, la suite de qui sont les poilus tahitiens, comment est-ce qu'ils ont appelé, c'est qu'il a fallu voyager jusqu'en France. Et à l'époque, pas d'avion rapide comme aujourd'hui, et surtout des maladies comme nous l'explique notre historien. Le gros problème que la colonie va rencontrer, c'est qu'ils n'ont pas les équipements requis, ils n'ont pas les armes requises. Et ce qui se passe,
c'est que le premier des problèmes, c'est de savoir comment emmener, je dirais, tous ces conscrits vers notamment la Nouvelle-Calédonie pour pouvoir recevoir une formation militaire. Car il faut savoir qu'à l'époque, au niveau donc du 1er régiment d'infanterie donc de marine, ou ce que l'on va appeler la compagnie donc d'infanterie autonome de Tahiti, en fait, elle dépend de la circonscription de Nouvelle-Calédonie. Et c'est là où les Néo-Zélandais vont intervenir, et c'est eux qui vont mettre donc à disposition les bateaux pour pouvoir emmener donc les conscrits tahitiens d'abord sur la Nouvelle-Calédonie en transitant par la Nouvelle-Zélande, hein. Et ce sont donc les fameux bateaux donc néo-zélandais que l'on connaît sous le nom de Moana, etc., et qui vont emmener nos poilus tahitiens donc vers la Nouvelle-Calédonie. Même si les Tahitiens sont des colosses et d'une nature, je dirais, physique imposante, en fait, ils se sont des gens malades. Ils ont énormément de maladies de ventre. Il y en a pour beaucoup qui sont pulmonaires et tout. Et énormément d'entre eux, quand ils ne décèdent pas en route et qu'ils ne sont pas immergés, eh bien, en fait, sont inaptes donc à la guerre. Et ils sont renvoyés, je dirais, vers Tahiti, hein. Voilà. Donc, si on a à peu près, je dirais, appelé 1800 hommes sous les drapeaux, il n'y en a que 800 qui iront, je dirais, au feu, et les autres sont renvoyés vers la colonie. Philippe, comme tu nous le racontais tout à l'heure, ça a dû être une épreuve assez difficile et notre génération a la chance de ne pas avoir connu la guerre. Comment est-ce que ça change un homme? Déjà, les anciens combattants, ou les combattants tout simplement, parce que à l'heure actuelle, la plupart de nos militaires sont des combattants qui ont connu le feu, ne parlent pas, et c'est une histoire de pudeur, on ne parle pas de ce que l'on a vécu. C'est ce qu'on a vu avec l'expérience d'Antonina. On n'en parle pas, ou on en parle entre soi, et même parfois on n'a même pas besoin d'en parler parce qu'on l'a vécu, on était côte à côte, et voilà, on ne pense pas. Pourquoi il y a cette pudeur finalement? Mais c'est récurrent, quel que soit tous les cas, hein. Par exemple, les Juifs, après la Shoah, n'en parlent pas pendant des décennies. Les anciens combattants, en général, n'en parlent pas. Et donc, parce qu'ils portent en eux cette souffrance, cette douleur, et ils veulent avancer, ils veulent aller de l'avant et revivre. Philippe? Oui, on est habitué à vivre en paix. On nous a habitués à vivre en paix, comme tu l'as dit. Tu n'as pas connu la guerre. Nos jeunes qui vivent, même, je vais faire un lien avec actuellement, nos jeunes qui partent du Fénois, qui s'en vont dans les forces armées, demain, ils vont se retrouver en Afrique, avec des populations qui n'ont pas du tout la même manière de vivre que nous, qui n'ont pas les conditions de vie dans lesquelles nous avons grandi, dans lesquelles qui ne connaissent pas la paix, finalement. Qui ne connaissent pas la paix, ou qui n'ont pas le même rapport à la mort et à la vie que nous avons. Les enfants soldats d'Afrique, ce sont des gamins qui sont à 12 ans, qui ont été... certains, excusez-moi, mais on les a obligés à tuer, à violer dès le plus bas âge, sinon ils étaient éliminés. Nos jeunes sont confrontés à ça. Si on revient sur l'histoire des poilus, la même chose, on est confronté à l'horreur. Et l'horreur, on la voit, on la subit ou on la subit pas, on peut ne pas revenir. Et si on a la chance de revenir, tout ce qu'on a vu, on n'a qu'une chose. On a envie que d'une chose, c'est de l'oublier. C'est de l'oublier. Et on ne va pas partager ça, sûrement pas avec nos enfants, avec nos épouses, avec nos parents. Effectivement, passé avec Antonina, mais par contre, cette expérience, Antonina, ça a rapproché ton grand-père de l'image de la France. Tu peux nous raconter? Ah bien, mon grand-père a toujours été un grand défenseur de la France. Et après, il s'est toujours engagé aux côtés de l'image et du rayonnement de la France en Polynésie. Parce que de toute façon, il était persuadé que la Polynésie avait besoin de la France et que la France avait une dette envers la Polynésie. Dans ce cas-là, Corinne, est-ce qu'on peut dire que ces hommes qui font partie de l'histoire sont des héros de la Polynésie française?
Oui, on peut le dire, et particulièrement sur un événement qui a lieu le 25 octobre 1918, où là, il y a un bataillon formé de Polynésiens qui va aller libérer un petit village qui s'appelle Velikomon le 25 octobre 1918. Et j'ai eu la chance, en 2018, d'aller participer aux commémorations avec l'association Mémoire polynésienne et d'autres personnes, d'aller voir comment ça s'est passé. Et on a commémoré, donc j'ai apporté du sable et de la terre de Tahiti pour mettre sur les tombes. Et on a célébré la libération de ce petit village de Velikomon le 25 octobre 2018 pour le 25 octobre 1918. Et en m'étant rendu sur les lieux, on a, quelques heures auparavant, on a mis des bottes et on a traversé un marais où là, ce bataillon a dû rester toute une nuit dans l'eau glacée parce que le 25 octobre, il ne fait vraiment pas chaud. Ils sont restés avec tout leur équipement, des habits, des vêtements, des uniformes, etc. Un paquetage d'au moins 10 ou 20 kilos sur le dos, etc. Et ils sont restés toute la nuit à attendre dans le marais avec de l'eau jusqu'à la taille ou jusqu'à la poitrine ou aux épaules. Juste aux épaules. Et au matin, ils ont attaqué le village qui était tenu par des Allemands et ils l'ont libéré. Et donc, c'était vraiment quelque chose de très héroïque et surtout à la veille c'était presque fini, mais eux, ils se sont comportés de façon héroïque, mais pas seulement. Il y a eu dans les Balkans où ils ont été eux également héroïques, ainsi qu'en Champagne. Donc, pour ceux qui ont combattu, et malheureusement ceux qui sont décédés au cours de cette guerre, environ 300 Tahitiens, Polynésiens, ils ont eu un comportement généralement héroïque. Donc sur le champ de bataille, on peut les reconnaître comme des héros. Justement, Jean-Christophe Shigetomi nous parle surtout du point de vue de la Polynésie à ce moment-là et de leur retour. Alors, il faut savoir qu'à partir du moment où les hommes partent, eh bien, toute la population active polynésienne se retrouve un peu en manque de bras. Et c'est là où les femmes et les vieux reprennent un peu indirectement le dessus, même s'il y a une aide qui se met en place au niveau je dirais, de la colonie pour pouvoir aider les familles. Donc, il y a aussi ce relais des soldes. Alors, pour répondre à la question, est-ce que ce sont des héros avant leur retour? En fait, on ne sait pas trop ce qu'ils font, on ne sait pas trop où ils sont. Il faut savoir qu'ils ne reviendront qu'en 1919, donc la guerre est déjà terminée depuis longtemps, et que quand ces gens-là vont revenir, ils vont retourner, comme on dit en tahitien, ils vont retourner à leur whāpu, okay? Et ils vont totalement redevenir anonymes, sauf lors de manifestations patriotiques où on rappellera d'anciens poilus et qui participeront donc notamment aux manifestations du 11 novembre. Donc comme on vient de l'entendre, finalement, il n'y a que quelques personnes qui font figure d'exception, comme par exemple Antonina, ton ancêtre Tony Bambridge, s'est investi dans la vie sociale et économique de Tahiti. On pourra le découvrir un petit peu plus tard, mais avant, j'aimerais rebondir avec toi, Philippe. L'histoire appartient à l'histoire. Le dernier poilu tahitien, Lazare Pontiché, est mort en 2008, c'est ça? Alors, non, il n'est pas tahitien. Lazare Ponticelli, c'est le dernier combattant de la première guerre français de la Première Guerre mondiale. Autant pour moi. Du coup, il est décédé donc en 2008. Est-ce que c'est une page de l'histoire qui se tourne? Alors, oui, c'est comme une page chaque fois. Il y a un dicton africain qui dit que chaque fois qu'un homme meurt, c'est un livre qui disparaît. Donc, oui, c'est une page de l'histoire qui se tourne. Il nous appartient, à nous tous, et c'est ce que nous faisons ici autour de cette table, Jean-Christophe aussi, de perpétuer leur mémoire à travers différentes actions, que ce soit la rédaction d'ouvrages, que ce soit les cérémonies mémorielles. Et moi, en tant que directeur de l'Office national des combattants, c'est une de nos 3 missions, la mémoire, au niveau national et au niveau local. Organisation de cérémonies, conférences, expositions auprès des classes.
tu vas là, la semaine prochaine à Punaouia, j'y étais il y a 2 ans. Les établissements scolaires font appel à nous, à l'Office, régulièrement pour avoir des expositions mémorielles pour que les professeurs d'histoire et de français puissent travailler sur le devoir de mémoire. Et nos jeunes sont très demandeurs, effectivement, comme tu as pu l'être, et comme je l'ai été par rapport à mes aïeux aussi, de leur histoire, puisqu'ils ne nous la racontent pas. Donc, à un moment donné, on s'y intéresse. Cérémonie, conférence, exposition, tout ça participe du devoir de mémoire. Tout comme le bleuet que je t'ai offert, Oui, qu'on l'emporte tous aujourd'hui. Voilà, qui participe également au devoir de mémoire pour nos jeunes générations. Il n'y a qu'à voir les jeunes de plus en plus aux cérémonies, de plus en plus on a de jeunes, des classes qui viennent participer aux cérémonies mémorielles, chanter les hymnes, la Marseillaise, chanter l'hymne polynésien, voir le chant des partisans pour les dernières commémorations. Et avant d'avoir le point de vue de Corinne et Antonina, on va laisser Jean-Christophe justement nous parler une dernière fois sur le fait qu'il ne faut pas oublier son passé. Il faut être aussi prudent parce que qui ne connaît pas son histoire est appelé, comment dire, à recommencer les mêmes erreurs. Hein. Il faut que les gens ne savent pas qu'en fait, la Première Guerre mondiale, en fait, n'est que la 3e des guerres balkaniques. L'enseignement fait donc ce qu'il faut, puisque je sais que maintenant, la Première Guerre mondiale et les poilus tahitiens sont dans le programme scolaire qui fait que nos enfants donc, apprennent un peu l'histoire de ces poilus tahitiens. Maintenant, d'un point de vue matériel, si vraiment on veut perpétuer, comment dire, cette mémoire, ben, il faut qu'au niveau politique, ils aient le courage, comment dire, d'ouvrir un musée de la guerre, enfin des Tahitiens, comment dire, dans la guerre, qui reprendrait à la fois ce que l'on a appelé les guerres franco-tahitiennes, puis après les poilus tahitiens, les, je dirais, Tahitiens engagés dans la Seconde Guerre mondiale avec les Tamaris volontaires. Comme à chaque fois qu'on te reçoit sur le plateau, Corinne, j'aimerais pouvoir t'écouter parler de l'histoire pendant des heures. Malheureusement, on n'a que 26 minutes et pour terminer, j'aimerais avoir ton avis. Comment faire pour ne pas les oublier? Philippe en a parlé tout à l'heure, des expositions, des cérémonies, des livres. Oui, des écrits partagés avec les élèves, avec le public, des émissions comme on est en train de faire aujourd'hui. Et donc, et peut-être, pourquoi pas, un musée comme le suggère Jean-Christophe, parce que ça marquerait et ça serait construit, ça serait dans la ville, dans la cité. Comme il dit, ça serait un centre de la mémoire. Voilà, et là, les gens pourraient être au courant de leur passé. Et donc, juste pour terminer là-dessus, les populations polynésiennes et surtout tahitiennes auront été choquées pour la période 1914-1918 par 2 événements majeurs. Le bombardement du 22 septembre qui a détruit le centre économique de la ville et même de tout le territoire. Et puis en 1918, l'arrivée de la grippe espagnole. Parce que finalement, la grippe espagnole a fait plus de 2500 morts, alors que, enfin, les poilus, il n'y en aura eu que... Enfin, déjà 300 de trop, évidemment, mais il y aura eu 300 environ qui seront morts à la guerre et plus de 2500 qui sont morts de la grippe espagnole, puisque le virus est arrivé en novembre 1918 et qu'on n'a pas pu y faire face, et ce qui a engendré... Donc les populations, si après on ne parlait plus de la guerre, c'est aussi parce qu'on avait été extrêmement choqués par ces décès qui avaient décimé toutes les familles. Antonina, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir parler de l'investissement dans la vie économique et sociale de ton grand-père, mais pour vraiment conclure l'émission, comment est-ce que tu penses que comment est-ce qu'on peut se rappeler de leur histoire? Je sais que tu as un livre, par exemple, qui est en cours. Oui, j'ai un livre qui est en cours qui parle de l'histoire, de la vie de mon grand-père, Tony Bambridge, parce qu'il est important de laisser des traces. Parce qu'une fois qu'on est parti, eh bien, on part avec ses souvenirs, avec tous ces témoignages. Et s'ils ne sont pas gravés dans le marbre, eh bien, ils partiront avec nous. Et c'est notre devoir de pouvoir faire perdurer ces histoires. Justement, on va parler des différents livres en premier, ceux de Jean-Christophe Shigetomi. Vous avez Poilu tahitien,
et El Tamari volontaire, 2 livres qui parlent justement des poilus tahitiens. Et Corinne Rebaud, tu as fait 4 livres, les établissements français de l'Océanie, les EFO en 1914, en 1915 et 16 et en 1918. Justement, si vous voulez aller vous renseigner, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de ces livres. Et merci à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi notre émission. On se retrouve demain à partir de 17h. En attendant, bonne soirée avec à 18h votre VAT. Maururu itotato farerir a trahoma yaurana.